Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, la paix, le développement et les droits humains au cœur des préoccupations. Ce mardi 23 septembre, s'est ouvert l'Assemblée générale, alors l'ouverture officielle de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, 80e session donc de cette Assemblée qui a débuté dès ce mardi. Le thème général proposé pour cette 80e édition est Mieux ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. C'est la préoccupation principale au cœur de cette 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les débats généraux sont en cours avec le passage des chefs d'État, chacun avec ses préoccupations, mais tous en lien avec le thème. On reviendra peut-être pour le troisième sujet sur un cas particulier et peut-être dans nos prochains numéros de regard croisés sur certains cas. Mais pour le moment, nous allons parler du débat général et du thème retenu pour cette 80e session, 80 ans après. Peut-on dire que l'Organisation des Nations Unies a joué son rôle de maintien de la paix, de développement et aussi de protection des droits humains? C'est notre interrogation. Nous nous interrogeons avec vous. Je commence par vous, Germain Pouli. Il faut faire le bilan 80 ans après le lancement de l'Organisation des Nations Unies. Les dirigeants se prononcent surtout pour les questions de protection des droits humains. Plusieurs conflits dans le monde étayent ou plutôt réfutent les arguments angoissés par les uns et les autres. Oui, c'est un peu ça qui est triste parce que pour un 80e anniversaire, on n'a pas de bonnes raisons de le célébrer avec beaucoup de fierté ou de faste. Et quand on voit tout ce qu'il y a comme scène atroce à travers le monde, on se rend compte que l'ONU est en train d'échouer malgré tout ce qui a été fait de positif pendant des décennies ces dernières années. Nous voyons une organisation qui est incapable de jouer son rôle. On a vu dans plusieurs pays des dirigeants demander le départ des casques bleus, qui ont fait plus de 10 ans, qui n'ont pas pu régler des problèmes. On en a vu en RDC, on en a vu au Mali, un peu partout. Et on se rend compte que le Conseil de sécurité, qui est l'organe qui a plus de responsabilités en matière de maintien de la paix, n'arrive pas à s'entendre sur les grands conflits qu'il y a à travers le monde, en Afrique, à l'est de la RDC. On parlera de Tshisekedi tout à l'heure, évidemment. Ce qui se passe dans la bande de Gaza, ce qui se passe un peu partout, et même cette guerre hybride aussi imposée à plusieurs États africains, notamment en Afrique sahélienne et en Afrique de l'Ouest, dans des pays comme le nôtre. On se rend compte, et aussi avec la situation en Ukraine, où on nous dit pratiquement qu'on est en phase d'entrer dans une troisième guerre mondiale, et ça serait vraiment dommage d'arriver à une troisième guerre mondiale parce que justement l'ONU a été créée à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour faire en sorte qu'une autre grande guerre de ce genre n'ait plus lieu, mais malheureusement aujourd'hui il y a beaucoup de signaux qui font peur, il y a beaucoup de pessimisme et on assiste à une organisation incapable véritablement de jouer son rôle ces dernières années parce que le monde aussi, les pôles de décision sont en train de changer et l'ONU mérite des réformes assez profondes parce que on constate qu'elle est impuissante pour régler un certain nombre de problèmes. Et j'espère que cette AG, cette 80e Assemblée Générale, va permettre à tous ces dirigeants du monde qui sont réunis à New York, certains qui sont représentés, de penser à refonder cette grande organisation-là, parce que c'est vrai, aujourd'hui, on dit que ces dernières années, c'est difficile, mais aussi n'oublions pas que cette organisation a réussi à faire aussi de très belles choses à travers le monde, a su éviter aussi du chaos, le chaos par endroits sur la Terre, mais ces dernières années, avec ce qui se passe dans certaines parties du monde, on est en train de se demander si certains pays ne sont pas plus puissants que l'ONU à eux seuls parce qu'ils ne respectent plus rien
Et il y a une certaine duplicité aussi. Selon les intérêts, on voit des pays prendre des positions, et ce qui ne favorise pas le maintien de la paix à travers le monde. Et donc les droits de l'homme aujourd'hui sont en difficulté pratiquement dans toutes les parties de la Terre. Et donc on se demande, est-ce que l'ONU finalement, est-ce que cet outil-là n'est pas en train d'être périmé? Est-ce qu'il ne mérite pas un nouveau souffle, une réforme profonde qui puisse lui permettre de revenir au niveau de la scène, et surtout de nous éviter cette troisième guerre mondiale là qui se profile, qui est, d'autres déjà l'annoncent, certains disent on est déjà pratiquement dans la troisième guerre mondiale, d'autres plus optimistes pense que c'est des conflits assez limités dans certaines zones, mais il y a un véritable risque d'embrasement et que le conflit se généralise. Et donc, de ce point de vue-là, on peut dire que l'ONU n'a pas comblé les attentes. Est-ce parce que, par la faute de l'organisation qui est mise en place, je pense que l'efficacité aujourd'hui de l'ONU mérite d'être revue. Une réforme profonde est importante, en tenant compte aussi aujourd'hui des nouveaux pôles émergents. L'Afrique, par exemple, a réclamé pendant longtemps sa place au Conseil de sécurité de l'ONU. Ça n'a jamais été entendu, alors qu'aujourd'hui, nous sommes quand même un continent dont la voix porte. On a plusieurs pays qui siègent au sein de ce Conseil, et je crois que les réformes peut-être doivent commencer par là, avant de voir au niveau de l'Assemblée générale qui n'a pas un réel pouvoir. Et face à ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde, je pense que l'ONU est en train de faiblir par rapport à ses missions. Merci beaucoup à vous, Germain. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour analyser une partie des déclarations du secrétaire général Antonio Guterres. Mais bien avant, Pasteur Edo, comme les débats généraux ont commencé ce mardi à la 80e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, c'est bien sûr à New York, les dirigeants du monde se retrouvent pour discuter de l'avenir du monde, mais aussi faire le point de l'évolution 80 ans après. Justement, le thème choisi pour cette 80e session, c'est mieux ensemble. Plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. A-t-on réellement servi la paix, le développement et les droits humains à travers l'ONU? La mission première des Nations Unies, depuis qu'elle est créée en 1945, c'est de préserver la paix. C'est de préserver la paix. Et cette paix-là, sur la terre, on ne l'a pas eu. On l'a eu par endroits, mais les guerres totalement ont décimé les parties du monde sans que les Nations Unies, malgré leur contingent de maintien de la paix, n'ont pas donné grand-chose. Je me l'ai dit tout à l'heure, que l'ONU a lamentablement échoué, même si on peut mettre à son crédit, à son actif, quelques succès par endroit. L'humanité aujourd'hui, notre génération, est en droit de dire que l'ONU a échoué. L'ONU a échoué pourquoi? Parce que, en principe, chaque pays a ses droits et ses devoirs et vaut une voix. Normalement, quand on va à l'Assemblée générale des Nations Unies comme celle-ci qui est en cours, s'il s'agit de voter, chaque pays a une seule voix. Chaque pays a une seule voix. Bien sûr. Et tous les pays ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Mais parallèlement, il y a un Conseil de sécurité qui consacre les vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale comme Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité, c'est l'organe exécutif. C'est à peu près l'organe exécutif des Nations Unies. Et donc, c'est 5 pays seuls qui siègent en tant que des pays permanents. La Chine, le Royaume-Uni, la Russie, les États-Unis, et la France. C'est eux qui siègent depuis là. À l'époque, on pourrait se dire qu'il y a certains pays qui n'étaient pas indépendants. Mais déjà à partir des années 60, la plupart des pays ont été indépendants. Naturellement, l'Afrique. Il y a 194 ou 193 pays qui participent à l'Assemblée générale des Nations Unies. L'Afrique encore 54. Donc ce qui veut dire presque un tiers. Un tiers
des pays de l'Afrique. Et ça fait partie aussi des préoccupations des dirigeants africains à cette Assemblée générale. Justement, j'aimerais en parler tout à l'heure, j'aimerais toucher cet aspect. L'Afrique n'est pas représentée au Conseil de sécurité. Et au Conseil de sécurité, tous les pays ont le droit de veto. Ils peuvent bloquer les résolutions. Non, au Conseil de sécurité, c'est seulement 5 qui ont le droit de veto. Mais c'est ce que je dis. Je dis au Conseil de sécurité, ils ont le droit de veto. Les 5 ont le droit de veto. C'est 15 qui siègent, mais les 10 sont non permanents. Ouais. Donc, il y a une rotation. L'Afrique, pourquoi l'Afrique ne peut pas avoir deux voix, au moins au Conseil de sécurité? Ça, le débat est toujours posé. Et donc, les Nations Unies ont échoué parce que les décisions sont prises ailleurs. À l'Assemblée générale, vous avez écouté, chaque fois que les gens se présentent à l'Assemblée générale, les gens passent avec leur discours. Ils y vont avec leur discours, ils y reviennent bredouille. Parce qu'ils ne reçoivent rien comme réponse à leurs préoccupations. Vous vous rappelez, les États de l'AE sont allés, on a porté même contre la France, ils avaient même porté plainte contre la France. Est-ce que jusqu'à présent, est-ce qu'il y a eu une suite? Est-ce que la plainte était recevable? On n'a rien eu. Donc, on a l'intention que l'ONU crée même, attise même des foyers de tension des fois. Puisque les puissances ont leur intérêt. Et ce qui se passe en Aide des Congo, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe dans la bande de Gaza. Donc quand on voit tout ça, on est en droit de dire que l'ONU doit être réformée. Si on veut s'en tenir encore à une organisation des Nations Unies, l'ONU doit être réformée. Carrément, il faut dissoudre l'ONU. Si on dissout l'ONU, n'est-ce pas la voie ouverte à tous les massacres? Puisqu'elle est là et que sa présence... Mais est-ce que ça ne protège pas un peu au moins? Ça ne dissuade même pas. Ça ne dissuade même pas. Alors, peut-être on pourrait dire que les institutions alliées des Nations Unies, quand vous prenez PNUD, vous prenez les autres organisations, FAO, tout ça là, qui sont des branches de l'ONU, servent des fois à certains endroits, contribuent des fois à faire certaines choses, mais aussi sont combattus dans certaines régions de l'Afrique, notamment dans les pays du Sahel, où on les considère comme étant des complices de certaines complices de beaucoup de choses. Donc quand on fait l'analyse de tout ça, je crois fondamentalement que les Nations Unies sont à refaire, ou soit le monde va vivre comme ça, sans organisation, et puis bon, chacun fait, c'est de là une véritable loi, une véritable jeune, chacun fait, puis déjà, les Nations Unies, les puissances membres, les puissances occidentales peuvent déclarer la guerre à qui ils veulent. Et ils l'ont fait avec Kadhafi, ils sont allés le tuer. Ils l'ont fait. Qu'est-ce qu'on a vu? Les Nations Unies même étaient complices. On a vu la Côte d'Ivoire où le Chinois était le coordinateur, un Chinois, Ban Ki-moon était le représentant de spécial. Qu'est-ce qu'on a fait? On a vu la complicité. Okay. Donc, de toutes les façons, les Nations Unies... Je parlais de les Nations Unies général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Les Nations Unies n'ont pas apporté grand-chose. De toute façon, nous, de notre génération, on n'a pas vu les Nations Unies agir pour préserver la paix, mais des fois, au lieu d'être sapeurs-pompiers, ils sont plutôt ceux qui attisent les feux. Je pense que même Donald Trump, là, publiquement, a fait allusion à cela, et il a toujours dit. C'est pourquoi d'ailleurs son pays se retire de toutes les institutions alliées aux Nations Unies. Quand les États-Unis le font comme ça, qu'est-ce que les autres peuvent faire? Pour nous, c'est l'Afrique qui a été marginalisée. Ces 80 ans-là n'ont pas servi à grand chose à l'Afrique. L'Afrique n'a été que divisée pour le bon plaisir. Le bon plaisir partagé comme un gâteau pour le bon plaisir des grandes puissances. Est-ce que l'Afrique n'avait pas été partagée depuis avant même la création de l'Organisation des Nations Unies? Et je rappelle que Ban Ki-moon, il fut secrétaire général des Nations Unies, il est d'origine plutôt sud-coréenne. Robert Kosigan, à côté, l'Organisation des Nations Unies est en Assemblée générale, 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU, qui est en cours avec les débats et qui vont porter sur certains thèmes relatifs à la protection des droits humains, au développement et à la paix. Peut-on dire que 80 ans après, les Nations Unies ont su protéger la paix dans le monde? Non, vous savez, les Nations Unies, je pense quand même qu'il y a longtemps, les Nations Unies sont devenues une simple enveloppe.
un simple outil à la disposition des grandes puissances qui l'utilisent quand ils veulent faire mal quelque part. Et après, l'ONU est devenue une enveloppe vide qui ne pèse plus rien du tout. Nous l'avons vu avec la guerre en Irak, quand George Bush voulait à tout prix faire la guerre à l'Irak. L'ONU a dit non, il n'a même pas obtempéré. Tous les pays du monde se sont soulevés contre, mais George Bush est parti faire la guerre à Saddam Hussein et l'a tué. C'est vrai que le président Trump l'a regretté et Kadhafi et Saddam Hussein, on ne devrait pas les tuer. Mais même après la guerre, il y a eu même des langues qui se sont déliées autour du système George Bush, qui ont reconnu que voilà, c'était sur un fond de mensonges qu'ils ont fait cette guerre-là. Ça voudrait dire que l'ONU ne pesait plus rien. L'ONU ne pèse plus sur les grandes puissances qui font du monde ce qu'ils veulent. Prenons la guerre en Ukraine. Aucune résolution de l'ONU n'a pesé sur la guerre en Ukraine. La guerre continue. Parce que le Conseil de sécurité n'arrive pas à s'entendre. Oui, bien sûr. C'est ce que je dis. Donc l'ONU est devenu un outil qui ne nous sert plus à grand-chose. Donc je pense qu'on instrumentalise. Tel que l'a dit l'ancien président français Nicolas Sarkozy, il est temps qu'on mette à plat alors toutes les articulations sur lesquelles on a bâti l'ONU. Il faudrait qu'on les mette à plat et que l'ONU tienne compte du monde actuel et de ses réalités, et que voilà, l'ONU devient un organe plus puissant que les États, et que les États soient sous l'ONU. Prenons par exemple le respect des droits de l'homme. Quand cette affaire de l'ONU des droits de l'homme prend une décision, aucun État ne respecte. Même si le cas est avéré, même si le cas est grave, quand on dit le Conseil des droits de l'homme de l'ONU s'est réuni, a pris une résolution, aucun État, même les États africains ne respectent pas. Alors ça voudrait dire que l'ONU a besoin de réformes, et de réformes profondes qui tiennent compte alors de l'évolution du monde, de l'Afrique, et que voilà, tous les continents soient représentés dans le Conseil de sécurité de l'ONU et soient au même pied d'égalité. Sinon, il y a d'autres États qui sont pris dans l'ONU comme des sous-États. Ce qui fait que l'ONU n'est plus l'appareil là, qui est là pour faire la paix. Prenons les pays sahéliens. L'ONU était là, mais la guerre continuait. Ça voudrait dire que l'ONU ne pesait pas ni sur les terroristes, ni sur les États. Prenons la RD Congo, 12 ans ou 16 ans. Aujourd'hui, on demande que, voilà, on n'a plus besoin. Supposons que, voilà, la case d'un pays brûle et que l'ONU ne peut pas venir faire la paix. C'est inutile que cette ONU-là, qu'on est en train de voir là, puisse disparaître, qu'on réforme une autre organisation des Nations Unies qui puisse venir vraiment jouer le rôle, voilà, de médiateur, ou le rôle d'un organe qui contraint les États à faire la paix ou à aller vers la paix, et à jouer un rôle qui puisse alors faire effrayer, voilà, les dirigeants de ce monde, pas être manipulés par voilà, les chefs d'État. Regardez l'heure avec le temps avec lequel Sarkozy est arrivé à prendre la résolution qui lui a permis d'aller faire la guerre à Kadhafi. C'était parti très vite. Alors, l'ONU est devenue, je ne sais pas, une machine que tout le monde... Non, machine c'est trop dit. Quelque chose, un éventail que tout le monde manipule à sa façon, vu sa position et sa force. Donc je pense quand même qu'il faut réformer cette ONU pour qu'elle soit un instrument qui serve à faire la paix et à mettre voilà, le monde en paix. Surtout, il faut préserver les structures de l'ONU. Quand je prends par exemple le PNUD fait un bon travail. L'autre, c'est l'OMS, faisait un bon travail, sauf que Donald Trump a refusé de mettre les sous. Mais il y a des structures. Pas obligé. Voilà, il y a d'autres structures de l'ONU qui font du bon travail. Tout le monde sait qu'en Afrique et ailleurs, le PNUD fait du bon travail. Maintenant, ces structures-là sont acceptables, on peut les garder, mais l'ONU même doit être réformée. Merci beaucoup à vous, Robert Kosigan. La situation est alarmante, hein, jusqu'au
jusqu'à là, j'ai le secrétaire général Antonio Guterres. Pourquoi vous m'avez contaminé avec Ban Ki-moon? Antonio Guterres, dans son discours, est revenu sur certains aspects. Il dit que le monde est entré dans une ère de perturbation imprudente et de souffrance inhumaine incessante. Les principes des Nations Unies étant assiégés et les piliers de la paix et du progrès ployant sous le poids de l'impunité et de l'inégalité, de l'indifférence. C'est ce qu'il avait déclaré. Il estime aussi que les choix auxquels les pays sont confrontés ne font pas partie d'un débat idéologique. Ils sont une question de vie ou de mort pour des millions de personnes. Mais ça ne rend compte réellement, apparemment, dans les décisions de l'ONU. Et quand on voit les décisions qui sont prises et aussi la manière dont les organes de l'ONU sont décriés dans certains pays, est-ce qu'on est conscient d'une telle situation décrite par le secrétaire général Germain? Il faut quand même saluer le courage de ce secrétaire général qui régulièrement prend la parole pour dénoncer, même si après il n'y a pas de solution. Apparemment, il n'est pas très écouté. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est comme s'il prêchait dans le désert, mais il prend position courageusement. On l'a vu affronter plusieurs grandes puissances, manifester qu'il n'était pas d'accord, condamner des choses, même si après l'ONU n'a été incapable de régler tout ce qu'il aura eu à dénoncer. De point de vue personnel, en tant que secrétaire général, je pense qu'il a fait un travail remarquable. Il a pu s'imposer, ne serait-ce que sauver la face de l'ONU en prenant position dans certaines situations. Après, c'est une bonne chose que le secrétaire général condamne, mais c'est après la déception quand les actes ne suivent pas ces condamnations-là. On se rend compte que l'ONU n'est pas d'accord, mais finalement on n'arrive à rien faire. Mais je crois qu'il est resté constant et quand on l'écoute, ça se dit lors de son intervention, et il est resté égal à lui-même. Il a dénoncé les choses, même si finalement au fond de lui c'est que ça ne changera pas grand-chose. Il continue quand même par prêcher, et moi je crois qu'il faut que ceux qui conduisent l'ONU à la dérive se rendent compte, parce que il faut réformer cette organisation, parce qu'après, il n'y a rien qui peut freiner les gens. Il faut vraiment aller à cette réforme. Alors, Pasteur Edo, les pays africains réclament certaines choses. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous parliez des places au Conseil de sécurité, places de membres permanents. Quand le secrétaire général parle d'inégalité, mais des choses qui ploient, sous lesquelles plutôt l'organisation ploie, et que c'est une question de vie ou de mort, est-ce que ça pourrait donner la voie à la prise en compte de ces revendications? Ce n'est pas la première fois que le secrétaire général parle. Les inégalités et les injustices sociales sont criardes. Elles sont là au quotidien quand vous parlez des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est seulement pour les Occidentaux. Quand ils concernent les citoyens des pays occidentaux, des grandes puissances, c'est là seulement il n'y a pas de droits. Il n'y a pas de droits de l'homme. Nous, en Afrique, on n'a pas de droits. Pour eux, on n'a pas de droits. Pour les grandes puissances, on n'a pas de droits. Vous voyez combien de fois ils foulent nos droits aux pieds. Ils nous volent. Ils font beaucoup de choses. Pendant qu'on parle de droits de l'homme, on parle de droits humanitaires, on parle de droits humanitaires, le droit international, tout ça là, ça ne dit rien. Pour eux, tant que ça ne rentre pas dans leurs intérêts, ce n'est pas des droits. Bon, donc, je crois que l'injustice, l'écart, les inégalités sont criardes. Et quand on parle de développement, regardez entre le sud et le nord. Regardez entre le sud et le nord. Bon, donc, c'est les mêmes personnes qui viennent chercher, qui viennent piller nos ressources, ils viennent voler, tout ça là, sachant que c'est ça, tout ce qu'ils font, c'est du mal, mais ils le font juste parce que c'est dans leurs intérêts. Donc, l'ONU, apparemment, c'est une chambre d'enregistrement. En tout cas, je ne peux finir ici sans saluer quand même sans rendre hommage à Boutros Boutros-Ghali et à Kofi Annan, qui ont été quand même très, très, très puissants, des Africains. Des secrétaires généraux africains. Des secrétaires généraux africains, mais qui ont fait quand même de très bon boulot. Je crois que c'est ces deux-là, quand dans la mémoire collective, on parle toujours, quand on parle des Nations Unies, on parle toujours de Boutros Boutros-Ghali, on parle de Kofi Annan. Donc, il voudrait changer, réformer les choses, mais il n'avait pas les mains aussi, il n'avait pas les mains solides, puisqu'il y a le Conseil de sécurité qui bloque tout. Donc, aller même à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est une perte de temps. On perd notre argent, on prend nos contribuables pour aller faire quoi que ce soit. Puis apparemment, ça ne porte rien. Pour moi, ce n'est même pas la peine d'espérer. Ce n'est même pas, la peine d'y aller. Il faut boycotter une session comme ça où tous les pays africains boycottent, ne sont pas à l'Assemblée. Puisque quand ils parlent, personne ne les écoute. Pourquoi aller prendre nos petits sous pour aller aux Nations Unies, Robert Kosigan, que dire face à ces inégalités?
Bon, je pense quand même que l'ONU doit être réformée. Et qu'on tienne compte, qu'on mette tous les pays qui composent. Qui va les mettre que les États, tous les États se comportent, c'est-à-dire que tous les États se respectent et que voilà, les grandes puissances ne se disent plus que voilà, le monde nous appartient. Est-ce que cela viendra de ça ou il faut les contrer? Non, il faudrait que les Africains aussi travaillent à se faire respecter, que tous les pays africains travaillent à se faire respecter. En quoi faisant? Il faut boycotter cette histoire-là. Est-ce que le boycott est la solution? Oui, mais le boycott n'est pas la Vous n'êtes pas respecté non plus. La solution. Il faut aussi travailler. Il faut aussi travailler à se faire respecter. Vous savez, vous pouvez être pauvre, mais on peut vous respecter. Voilà. Mais il faut que les pays africains arrêtent de courber toujours les chines devant les grandes puissances et tout. Voilà. Qu'on respecte les droits de l'homme, qu'il y a la bonne gouvernance. Il y a certains critères sur lesquels on peut aussi diriger nos pays pour qu'on soit respecté. Merci. Juste un petit mot. En fait, on a parlé de l'ONU, mais je crois qu'on est resté beaucoup plus politique. Mais quand on quitte l'ONU politique, hein, quand on va à l'UNICEF, quand on va à l'UHCR, quand on va le PNUD, quand on va le MS, l'UNESCO, tout ça quand même, ce sont des organes de l'ONU qui ont essayé de faire beaucoup de choses, qui ont changé quand même. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.